Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bock-Côté pense et parle plus vite que son ombre. Alors, c'est un peu pour certains, c'est ce qu'ils appellent le mai 68, une forme de mai 68 islamo-gauchiste à travers le monde occidental aujourd'hui, et qui nous a rattrapés à Montréal. Il y avait le campement de McGill. Il y a aujourd'hui le campement qui s'est constitué à l'UQAM, et qui a des références un peu étranges. On en parlera, le lien à l'accent, et ainsi de suite. Donc, pour en parler, nous recevons Richard Marceau du CIJA, une organisation représentative de la communauté juive, pour voir la lecture que fait la communauté juive de ce campement et de sa manière de porter la cause palestinienne. Richard Marceau, bonjour. Bonjour, M. Bock-Côté. Alors, question première, il y a eu un premier campement McGill, maintenant il y en a un à l'UQAM. Comment réagissez-vous devant ces campements qui ne se multiplient pas encore, mais s'additionnent à tout le moins? On pense que c'est une mauvaise façon de porter un message et souvent leurs porte-parole nuisent à leur cause. D'abord, ils sont souvent porteurs de messages pour le moins problématiques. Vous avez peut-être vu hier une entrevue avec une de vos collègues alors que la personne était masquée, ce qui est assez lunaire comme expression, et qui portait le pseudonyme de Leila Khaled, qui est évidemment une femme qui a participé à des détournements d'avions et qui a été condamnée pour terrorisme. Alors d'abord, on voit dans la mythologie qu'ils essaient de créer autour de ça, une espèce de fond islamo-communiste, marxiste, pseudo-révolutionnaire qui est assez problématique parce que les messages qu'ils portent sont aussi problématiques. Alors, mais il y a une chose qui me frappe dans le traitement médiatique de la chose, qu'il y ait une sympathie pour la cause palestinienne. Par cause palestinienne, j'entends le droit des Palestiniens à se constituer en État indépendant. C'est une chose où moi, je trouve que c'est la solution des deux États. Ça, je pense que ça peut rallier beaucoup de gens. Mais il y a eu un basculement de la cause palestinienne sur le mode, son détournement par le Hamas depuis plusieurs années déjà. Et j'ai l'impression que notre système médiatique n'a pas encore enregistré ce détournement islamiste de la lutte nationale palestinienne. Est-ce que je me trompe? Non. Il y a un gouffre, un monde, je dirais même un univers entre l'appui à la cause palestinienne et au droit des Palestiniens à l'autodétermination et l'appui à un groupe qui est terroriste en droit canadien et qui a montré qu'il était sérieux lorsqu'il disait qu'il voulait tuer des Juifs. Alors, ce n'est pas seulement une rhétorique, c'est en effet une position qu'il appuie de par ses gestes. On l'a vu le 7 octobre. Alors, le dernier en date qu'on a vu très clairement, là, c'est juste au bord de la frontière, sur le campus de l'Université d'Ottawa. Il y avait une femme à un de ces campements-là, qui n'était pas une étudiante à l'Université d'Ottawa, qui portait très fièrement sur son dos un logo du Hamas. Alors, les médias au Québec, au Canada, de même que la population de façon générale, ne semblent pas se rendre compte de cette espèce d'infiltration islamiste, parce que souvent les messages sont codés. Hein. Lorsqu'on dit la résistance, lorsqu'on parle de la résistance, c'est un euphémisme pour le Hamas. Alors, quand les gens disent nous appuyons la résistance, c'est, dans les faits, les organisateurs le savent très bien, c'est appuyer le Hamas. Lorsqu'on dit ils disent souvent en anglais parce que souvent c'est un débat bizarrement, même on a vu les messages à l'Université de Sherbrooke là, en anglais, là, mais de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, ce qui fait en sorte que c'est d'effacer un État qui a été reconnu par les Nations Unies. Alors tous ces messages-là codés par ignorance, par incompréhension, par aveuglement volontaire, ne semblent pas être décodés par les analystes qui devraient être en mesure de le faire. Alors, il y a une chose qui me frappe dans ces campus, dans ces campements, ils se revendiquent de l'antisionisme. Et là, il y a quelque chose d'un peu étonnant. On nous fourgue médiatiquement une distinction un peu lunaire. Entre antisémitisme d'un côté, ça serait mal, mais antisionisme, ça peut être bien. Je me trompe peut-être, vous me corrigerez si encore une fois je lis mal les choses, mais l'antisionisme, ça ne consiste pas à critiquer le gouvernement israélien, ça consiste à contester la légitimité même de l'existence d'Israël. Donc comment le mot antisionisme a-t-il pu se normaliser ainsi aussi rapidement? Encore une fois, par ignorance et par manque de connaissances et par aveuglement volontaire. Je le répète encore. Lorsqu'on veut la disparition du seul État juif sur la planète, où vivent plus de la moitié des Juifs de la planète,
vouloir la disparition de cet État et de facto vouloir en vouloir aux Juifs. Alors, on peut très bien critiquer l'État d'Israël, comme on peut critiquer le gouvernement québécois. Pardon, on peut très bien critiquer des politiques de l'État d'Israël, comme on peut critiquer des politiques de l'État québécois, des politiques de l'État canadien, des États-Unis, de la France, etc., etc. Mais de vouloir la disparition d'un pays, c'est quelque chose de complètement distinct et c'est quelque chose qui devrait être révoltant parce que vouloir la disparition d'un État et de sa population, souvent, c'est en effet être contre les habitants de cet État-là qui sont en majorité des Juifs. Alors, on revient sur le campement de l'UQAM. Il y a quelque chose, bon, il y a peut-être une forme de mimétisme étudiant là-dedans, c'est-à-dire quand il y a une crise comme ça qui se mobilise, des gens se mobilisent, très peu ont envie finalement de faire leurs examens plutôt que de participer à l'insurrection. C'est un trait de la psychologie humaine sans trop de surprise. Mais lorsqu'on voit les slogans qui sont mis de l'avant, est-ce que vous départagez entre des slogans qui seraient légitimes et d'autres qui ne le seraient pas? Est-ce que lorsqu'on entend les étudiants se réclamer de différents discours, est-ce que vous faites un tri en disant ceux-là sont, entre guillemets, pour la bonne cause, et eux sont franchement, ils ont basculé dans une logique antisémite? Tous les manifestants ne sont pas évidemment antisémites. Il y a par contre parmi ces manifestants des antisémites, des gens qui en veulent aux Juifs, et je dirais même qui aussi en veulent à l'Occident de façon plus générale, parce que lorsqu'on s'attaque à l'État d'Israël, lorsqu'on porte ces discours-là, c'est oui en partie par haine des Juifs, mais aussi par haine de ce que représente l'État d'Israël, c'est-à-dire une espèce de tête de pont ou un poste de l'Occident dans une région qui n'est pas occidentale. Alors il y a aussi dans ce discours-là, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on le décode, une haine de l'Occident. On l'a vu sur les campus universitaires américains, là, d'où le mouvement est parti, où on brûlait des drapeaux américains, où on déchirait des drapeaux américains, où on voulait descendre des drapeaux américains des mâts sur lesquels ils flottaient pour les remplacer par des drapeaux palestiniens. Donc, il y a une espèce de auto-haine, si vous me passez l'expression, pour les valeurs occidentales, qui pourtant sont les valeurs qui protègent leur droit de manifester ainsi, qui protègent leur droit de s'exprimer ainsi, et qui leur a donné tous les avantages dont ils profitent aujourd'hui. Alors, vous parlez de auto-haine, donc une haine qui serait des Occidentaux qui se détestent eux-mêmes. Je fais le portrait à partir de ce qu'on voit en Europe, parce qu'on voit en France, on peut parler, oui, chez la frange gauchiste, entre guillemets, dans ces campements, oui, c'est la haine de soi occidentale, mais dans la frange islamiste, il s'agit souvent des communautés, pas l'ensemble des communautés évidemment, mais d'une partie de gens issus de l'immigration qui semblent avoir transposé en Occident une forme d'hostilité envers le monde occidental. Donc ils y habitent sans y appartenir mentalement. Est-ce qu'il n'y a pas une part, une charge culturelle, pourrait-on dire, dans une partie de cet antisémitisme? Ben, on voit, nous, l'antisémitisme ayant trois sources principales. Il y a l'extrême droite classique, là, les néo-nazis et tout ça. Il y a l'extrême gauche qui sont influencés par, je dirais, des relents de propagande soviétique. Et on voit de l'antisémitisme aussi d'une partie de la population ou de la communauté musulmane. Encore une fois, pas de généralisation, ce n'est pas toute la communauté musulmane, mais une partie de cette communauté-là. Et quelquefois, c'est dans une espèce de diagramme Venn, ils se rencontrent. On le voit ici, ces temps-ci, cette espèce d'intersection entre l'extrême gauche et une espèce d'islamisme assez militant, ce qui fait en sorte, par exemple, qu'un des imams de Montréal assez controversé a été amené à prendre parole. On se souviendra à l'automne lors d'une manifestation dans les rues de Montréal, alors qu'on sait très bien que son message est en soi problématique. Donc, il y a une espèce de, je sais pas, refus de reconnaître la réalité dans les messages qui sont portés par ces groupes-là. Ceci étant dit, il faut aussi mettre les choses en perspective. Je parlais hier à un dirigeant de la communauté américaine qui me disait que le campus de Harvard qui a attiré beaucoup d'attention, il y a tous les soirs 8 personnes qui y dorment. On a vu en fin de semaine dernière, alors que le comédien américain bien connu, le Jerry Seinfeld, donnait le discours lors de la cérémonie de graduation de l'Université Duke, il y avait 6900 personnes qui étaient présentes, 30 personnes sont sorties. Alors, en termes de pourcentage, c'est assez minime et il y a je dirais, une espèce d'attention disproportionnée qui est apportée à ces groupes-là. Je ne sais pas que c'est pas important, mais il faut quand même garder les choses en perspective.
Alors, la communauté juive, comment se sent-elle dans les circonstances présentes? Vous en êtes un des représentants, un des porte-parole. Lorsqu'on voit, par exemple, ces manifestations un peu partout en Occident, mais à Montréal en particulier, vous sentez-vous soutenu par les autorités? Certains niveaux vont utiliser les bonnes paroles, d'autres moins. Mais la façon dans laquelle le sentiment généralisé dans la communauté juive de Montréal est le suivant. On a vu des écoles qui ont reçu des balles de fusil. On a vu des centres communautaires et des synagogues qui ont reçu des cocktails Molotov. On a vu des étudiants sur des campus qui ont été harcelés, qui ont été insultés. On a vu ça sur l'Université Concordia et c'était en fait un professeur de l'Université de Montréal qui était un des chefs de file de ceci. On a vu des cris en arabe, mort aux Juifs devant une école secondaire juive à Montréal. Alors, la communauté juive de Montréal se sent assiégée et aimerait avoir des gestes concrets. Et parmi les gestes concrets, c'est dans l'arsenal des autorités, il y a plusieurs législations, plusieurs lois qui sont en place et il faut maintenant les appliquer. Et on en revient au campement. C'est-à-dire que lorsque un campement, par exemple, sur l'Université McGill, qui est de propriété privée, et que le propriétaire dit on ne veut pas de ces personnes-là, il est du devoir de la police de faire en sorte que c'est des personnes qui occupent illégalement la propriété de quelqu'un d'autre quittent. Moi, Monsieur Bocoté, si je m'installais dans votre cour, je commençais à utiliser votre barbecue et votre piscine, peu importe la cause pour laquelle je faisais ça, c'est votre propriété privée. Alors, je n'ai pas le droit d'y être. C'est la même chose dans le cas de l'Université McGill et d'autres universités. Ce n'est pas la propriété des gens qui l'occupent, qui manifestent. En fait, c'est pas vraiment des manifestations, c'est une occupation. Et il est du devoir des autorités publiques de faire en sorte que ce genre d'encampement soit enlevé, soit dissolu. Il nous reste à peu près 1 minute 30. Il y a une question finale. Vous l'avez noté, je pense que c'est important. Une bonne partie des discours, sinon la plupart qui viennent avec la mouvance palestinienne à Montréal, sont en anglais. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait de voir un mouvement qui plaide pour la reconnaissance de l'identité et de l'existence d'un peuple ailleurs dans le monde, ne pas être capable de parler dans la langue du peuple où ce mouvement s'exprime aujourd'hui au Québec, normalement en français? Est-ce que ce mouvement ne devrait pas être capable de scander ses slogans en français tout simplement? Pour moi, il y a deux choses. D'abord, c'est un manque de respect pour la population québécoise et c'est de vouloir ne pas s'occuper de cette population-là. Donc, il se tire dans le pied. L'autre chose, c'est que ça montre une espèce que leur audience, leur auditoire cible n'est pas vraiment la population ici, mais ils veulent faire partie d'une espèce de mode international. Ils veulent faire en sorte que leurs pancartes qu'ils ont dessinées dans leur sous-sol chez leurs parents fassent les nouvelles sur CNN ou Al Jazeera. Richard Marceau, responsable du CIJA, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Merci à vous. Merci à vous, au revoir.